Yo les artistes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. La semaine dernière, on avait, enfin, on, c'est qui on, j'avais fait une vidéo, du coup, la première partie d'une vidéo plutôt des 8 pays qui ont connu le plus gros glow-up, c'est-à-dire la meilleure évolution, qui sont partis de rien à une superpuissance en gros, enfin, pas autant, mais presque. Et du coup, on avait parlé des 4 premiers pays. Donc, je rappelle l'Afrique du Sud, la Croatie, l'Argentine et la Corée du Sud. Et aujourd'hui, on va parler des 4 autres pays. Alors, il y en a déjà 2 qui sont sur la miniature ou que vous avez probablement vu, je ne sais pas parler. Mais du coup, je vais expliquer pourquoi ces 2 pays. Je vais aussi parler du coup des 2 autres pays plus mystérieux. Voilà. Alors, commençons tout d'abord par le premier pays qui se trouve sur la miniature, c'est l'Estonie. Alors, déjà, certains connaissent pas l'Estonie. Enfin, je pense que si vous regardez ma chaîne, c'est que vous connaissez l'Estonie, mais certains savent pas trop ce qui se passe en Estonie. Certains pensent peut-être que c'est un pays tout nul, tout pauvre, un pays en Europe de l'Est. Ou peut-être qu'il y en a qui connaissent pas trop son histoire, qui savent qu'aujourd'hui c'est un pays qui ça va quand même, mais qui savent pas qu'avant ça allait moins. Donc on va parler de l'Estonie, on va repartir en 1940, on va repartir précisément le 6 août 1940, parce que c'est ce jour-là que l'Estonie a été annexée par l'URSS. L'URSS, donc euh, déjà pendant cette prise du pouvoir, il y a eu presque 10 000 morts, que ce soit que ce soit parce que juste des gens qui se sont fait tuer par les forces militaires, ou alors des rebelles, tout simplement, des gens qui s'opposaient à l'annexion russe, enfin soviétique. Et il faut savoir que l'URSS, du coup, c'était un État communiste qui était en crise constante et qui était très pauvre. C'était pas la joie de vivre dans l'URSS. Et encore moins dans les années 40, du coup, parce qu'en plus, il y avait la Seconde Guerre mondiale et c'était encore plus chaud. Sachant que l'URSS, c'est le pays qui a eu le plus de morts durant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la France. C'est bel et bien l'URSS. Mais le 3 mars 1991, il y a eu un référendum pour savoir si l'Estonie voulait obtenir son indépendance de l'URSS. Et 78% du peuple a voté pour l'indépendance. C'est pas rien. C'est pas des 90% non plus, mais c'est franchement pas mal. Sachant que uniquement 51% aurait suffi, là 78% c'est quand même assez impressionnant. Et du coup, c'est le 20 août de la même année en 91 que l'Estonie est officiellement devenue indépendante. Donc ça, du coup, c'est la backstory, c'est l'Estonie d'avant, c'est pourquoi avant c'était caca et pourquoi maintenant il y a eu un glow-up. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Du coup, depuis le 20 août 1991, l'Estonie c'est devenu une république démocratique moderne. Pour un pays aussi petit, l'Estonie a quelques entreprises mondiales. Je tiens à rappeler que l'Estonie a peut-être 1 ou 2 millions d'habitants. Et pourtant, ils ont quand même des entreprises mondiales, notamment la plus connue, Skype, que très peu de gens utilisent, mais c'est pas grave. Perso, je connais personne qui utilise Skype, mais je connais de nom, donc c'est déjà bien. Et en plus, l'Estonie, c'était le premier pays à mettre en ligne, non pas du tout, à mettre en place le vote présidentiel en ligne. Je me mélange les mots. Qu'est-ce que c'est? Ben en fait, c'est tout simple, c'est juste tu vas sur le site je sais pas, de présidentiel de l'Estonie, j'imagine, et tu peux voter pour le président sans même te déplacer à la mairie, sans écrire sur un petit bout de papier, sans écrire, vous savez, dans la petite loge comme on a en France pour se cacher des regards et tout. Non, là, tu peux faire en ligne, c'est encore plus simple. Du coup, c'était le premier pays à instaurer ça. En plus, l'Estonie, c'est le pays ex-soviétique, donc qui faisait anciennement partie de l'URSS, qui a aujourd'hui le PIB par habitant le plus élevé. Le 29 mars 2004, pardon, ils ont rejoint l'OTAN et la même année, le 1er mai, ils ont rejoint l'Union européenne. Donc, ils font partie d'alliances pour les protéger de la Russie et de n'importe quel autre ennemi possible hors Europe. Ils sont assez riches et assez connus pour un pays aussi petit et pour un pays d'Europe de l'Est qui faisait d'autant plus partie de l'URSS. Donc, passer d'un pays qui était en guerre en guerre civile, on va dire,
contre un pays en crise constante, très très pauvre, avec un régime absolument pas démocratique, à ça, à ce pays moderne qui invente des choses qui n'ont jamais été explorées auparavant, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Donc je pense que l'Estonie mérite clairement sa place sur ce top 8. Et le prochain pays, je pense que certains vont être un peu plus sceptiques parce que c'est pas le pays le plus joyeux sur Terre aujourd'hui. C'est quand même loin, loin, loin d'être le meilleur pays aujourd'hui. Et on pourrait croire qu'il y a vraiment eu aucune évolution en fait depuis l'indépendance de ce pays. Et vous aurez tort parce que aujourd'hui on va pourquoi aujourd'hui? Parce que maintenant plutôt on va parler du Salvador. Donc le Salvador c'est un pays qui est déjà très petit, pas forcément ultra connu non plus. Euh, et on pourrait croire que c'est un pays comme les autres en Amérique centrale. Et même si c'est à moitié le cas, il y a quelque chose qui fait en sorte que le Salvador mérite à peu près cette place sur la liste. Mais je pense quand même que, on va pas se mentir, de tout le top 8, je pense que le Salvador c'est le pays qui mérite un peu le moins sa place sur ce top. Parce que euh, c'est c'est limite subjectif ce globe. C'est-à-dire c'est un globe si on veut en fait. Moi je trouve que c'est un globe personnellement, mais après il y en a qui vont peut-être pas le percevoir comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc on va remonter à 1522. Oui, le 16e siècle, oui. Donc en 1522, le Salvador, ils se sont fait découvert par l'Espagne et du coup colonisé forcément par l'Espagne. C'est une colonisation qui a duré presque 300 ans, plus précisément 299 ans. C'est ridicule. Pourquoi pas attendre l'année suivante? Parce qu'en 1821, il y a eu la création de l'État d'Amérique centrale. Et oui, pendant un petit bout de temps, l'Amérique centrale, si on exclut le Belize et le Panama, étaient leur propre pays. Parce que le Belize était encore au Royaume-Uni et le Panama était en Colombie. Donc voilà, c'est logique. Et c'est en 1841, donc 20 ans plus tard, que le Salvador a obtenu son indépendance et tous les autres pays d'Amérique centrale, by the way. Depuis son indépendance, du coup, le Salvador, c'est un pays qui est très très pauvre et qui a des gros problèmes de cartel. Et pendant longtemps, le Salvador, c'était le pays avec le plus haut taux de meurtre sur Terre, c'est-à-dire que il me semble que le truc, c'est en moyenne, presque 10% des personnes au Salvador meurent de meurtre. C'est la fête. Et du coup, ça a duré très longtemps, mais depuis l'indépendance du Salvador, presque jusqu'au 3 février 2019. Enfin, non, pas vraiment. Mais il s'est passé quelque chose le 3 février 2019 qui a déclenché la fin de cette vie salvadorienne-là. Parce que le 3 février 2019, c'est Nayib Bukele, vous en avez peut-être entendu parler sur les chaînes d'infos, qui a gagné les élections présidentielles du Salvador. Voilà, donc c'est normal, c'est des élections présidentielles parce que le Salvador, c'est quand même un pays démocratique, une république démocratique. Donc, le 3 février 2019, il y avait une élection et c'est Nayib Bukele qui l'a gagné. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais du 25 au 27 mars 2022, il s'est passé des choses graves. Il y a eu des gangs qui ont commis des homicides à travers tout le Salvador et qui ont tué en tout 87 personnes innocentes. Alors, on pourrait se dire, oui, c'est pas beaucoup pour les homicides à travers tout le Salvador, mais bon, quand même, 87 personnes. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Essayez de parler devant 87 personnes, vous verrez que c'est quand même ils sont pas à 5, quoi. Et depuis cette crise, Bukele, Bukele a fait en sorte que plus de 80 000 membres de gangs ou d'autres types de meurtriers, tout ça, soient arrêtés et mis dans des prisons de haute sécurité. Depuis ces arrestations de masse, le Salvador souffre beaucoup moins de problèmes de cartel, de meurtres, tout ça. C'est plus le pays avec le plus haut taux de meurtre déjà, c'est un pays beaucoup moins dangereux, on va dire. Maintenant, l'indice de sécurité a augmenté pour eux, enfin diminué du coup si vous regardez mes vidéos pays sur 10. Et aussi un petit fun fact comme ça que je balance parce que pourquoi pas, mais le Salvador c'était le premier pays à mettre en place le Bitcoin comme monnaie officielle, donc encore une fois, c'est un peu comme l'Estonie avec le vote présidentiel en ligne, enfin l'élection présidentielle en ligne. Le Salvador, on est quand même passé d'un pays déjà qui s'est fait coloniser par l'Espagne, puis ensuite qui a fait partie d'une union qui était un peu bancale, on va dire. Et ensuite, ils sont devenus indépendants, mais ils avaient beaucoup de meurtres et c'était pas la joie. Il y a des gens qui se faisaient tuer tous les jours et c'était vraiment la grosse merde avec les cartels, la drogue, tout ça. À un pays qui, d'un seul coup, grâce à une seule personne, enfin, à moitié, mais principalement grâce à une seule personne,
est devenu beaucoup plus sécurisé. Il y a beaucoup moins de problèmes de drogue, de meurtre, tout ça. Et ils ont aussi du coup innové un peu le monde parce que bon, aujourd'hui, ils sont que deux pays à avoir le Bitcoin comme monnaie officielle. Et sachant que l'autre pays, c'est la République centrafricaine, peut-être que c'est pas forcément un bon exemple. Mais c'est quand même, ça reste quand même une innovation. Ça reste quand même quelque chose qu'il faut oser faire, je pense. Et le Salvador l'a fait. Donc voilà. Je pense que le Salvador mérite leur place sur cette liste juste pour ça. Juste pour le fait qu'en fait, ils sont passés d'un pays qui se faisait dominer par absolument tout le monde à, depuis Bukele, un pays qui s'en fout, qui met 80 000 personnes en prison. Tu sais pas trop pourquoi. Un pays qui instaure des nouveaux trucs, même si ça sert à rien et même si personne va l'utiliser, à part la République centrafricaine, je sais pas trop pourquoi. C'est pas grave, ils instaurent quand même des trucs et ils s'en foutent maintenant. C'est un peu les boss, on va dire, ou en tout cas, dans leur tête, c'est les boss, mais c'est déjà assez beau, je trouve. Donc pour moi, le Salvador mérite sa place dans ce top 8. Et à la fin de la vidéo, je ferai... du coup, à la base, c'était pas censé être ce pays-là. Et juste avant de tourner la vidéo, je me suis dit, en fait, c'est le pays que j'avais plané au début, c'était pas assez intéressant parce que ça ressemblait un peu trop aux autres cas qu'on avait déjà eu, alors que le Salvador, c'est un cas totalement différent parce que déjà beaucoup plus récent. Ce changement s'est fait quand même en 2022. Donc ça fait même pas 3 ans que ce changement s'est produit. Donc on est vraiment sur le cas le plus récent. Et en plus, c'est vraiment quelque chose de complètement innovant comparé à l'autre pays que je vais faire. Mais du coup, on va en parler à la fin de la vidéo. Je vais parler des mentions honorables, on va dire. Et voilà. Et en attendant, on va passer à notre troisième pays. Et que ce soit dans la première partie ou dans la deuxième partie, la colonisation, c'était quelque chose qui était très important. Et on pourrait se dire que les colonisateurs, c'était les pays déjà développés qui ont influé sur les pays beaucoup moins développés. Mais ces pays-là sont devenus encore plus développés que les colonisateurs. Sauf quand les colonisateurs eux-mêmes ont des petits soucis. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Du coup, le pays juste avant, c'était le Salvador, et je vous avais dit qu'il s'était fait coloniser par l'Espagne. Et bien, parlons justement de l'Espagne. C'est notre troisième pays. Il est là, ça c'est le drapeau, pour ceux qui ne connaissent pas, même si ça m'étonnerait, parce que franchement, si vous ne connaissez pas le drapeau de l'Espagne, il n'y a aucune culture. Donc, déjà, de 1492 jusqu'en 1968, l'Espagne, c'était un empire colonial, c'est bien de le repréciser, parce que du coup, pendant presque 500 ans, ils ont colonisé plein d'endroits sur Terre et ils tuaient des gens. Voilà. Et il s'est passé quelque chose en 1936, et je pense que si vous, je sais même pas si vous venez du sud de la France, juste si, je pense que vous connaissez ça en fait. C'est Francisco Franco. Déjà, est-ce qu'on peut parler de à quel point ce nom est complètement débile, nul, lâché. Du coup, Franco, il devient, on va sortir les guillemets, président d'Espagne. Franco, c'était un conservateur et un monarchiste. Du coup, autant dire que l'Espagne c'est devenu une dictature sans aucun droit humain. C'est plus simple. 1936, voilà, super. Super date, en plus c'était juste avant la Première Guerre mondiale, là, tranquille. Mais, en 1975, Franco est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 82 ans. Dans ta gueule. Et du coup, l'Espagne, à partir de cette date-là, c'est devenu une monarchie constitutionnelle. Attention, c'est très différent. Et en plus, qui est démocratique. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même un premier ministre pour changer tout. C'est pas le roi qui décide tout. C'est pas, le gars, c'est pas le pape. Voilà. Et depuis la fin de cette dictature, donc, ça c'était le cas avant le glow-up, l'Espagne francoïste. Maintenant, le glow-up, on dit francoïste ou franquiste? Je sais plus. Bref, le glow-up, c'est que depuis la fin de la dictature, l'Espagne c'est un pays riche, touristique, connu mondialement. Le pays détient des compagnies connues comme notamment les plus connues Zara, Balenciaga, Santander. L'Espagne, c'est aussi le sixième pays avec le plus grand PIB en Europe, ainsi que le cinquième pays avec le plus grand PIB par habitant en Europe. Et en 1982, l'Espagne a rejoint l'OTAN. En 1986, l'Espagne a rejoint l'Union européenne. Tout ça peut dire que l'Espagne maintenant fait partie de beaucoup d'unions. C'est un pays reconnu mondialement parce que très puissant, très riche, on va dire, et qui a beaucoup d'influence parce que déjà il y a comme j'ai dit, c'est très touristique. Il y a beaucoup de gens qui vont à Barcelone, aux îles Canaries, aux Baléares, Ibiza, tout ça, Madrid, Séville, l'entièreté de l'Andalousie, Valence, tout ça. C'est très touristique.
Et en plus, ils ont quand même des coutumes, je pense notamment au flamenco qui est très connu mondialement. Les tapas maintenant c'est une culture mondiale presque. Enfin, ça se fait dans beaucoup de pays qui sont pas du tout hispaniques. Donc je trouve que l'Espagne a quand même une influence très très globale et du coup passer de la petite dictature enfin petite, pas vraiment du coup, mais qui obéit aux ordres de l'Allemagne nazie et de l'Italie de Mussolini, tout ça, à ce pays qui a une énorme influence sur tellement d'autres pays sur Terre. Je trouve que c'est pour ça que l'Espagne mérite sa place sur cette liste. Et en fait, c'est un peu particulier parce que je vous dis au début que l'Espagne c'était un empire colonial à partir de 1492. Donc là, c'est un des rares cas où c'est un pays qui a commencé très très haut, qui est tombé ultra bas et qui, il y a genre 50 ans, a fait une remontada comme ça. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant. Ils ont eu un énorme pic, mais ils ont réussi à s'en sortir. Pic inversé, bien sûr. Et enfin, le dernier pays de ce top 8, c'est... alors là, pour le coup, je pense que beaucoup de gens connaissent ce pays, mais on se dit que ce pays a toujours... Enfin, en tout cas, moi, je pensais pendant très longtemps que ce pays avait toujours été très, très influent et très riche. Et je pense que la plupart des gens pensent ça aussi, mais c'est pas du tout le cas. Et au contraire, même, j'ai envie de dire, on va parler des Émirats Arabes Unis, soit comme beaucoup de gens appellent ça Dubaï. C'est Dubaï. Voilà, c'est le pays dans lequel se trouve Dubaï, Abu Dhabi, l'île du palmier là, le Burj Khalifa, tout ça. On va en parler, tiens, de lui. De lui. Je dis ça comme si c'était un bougre. Non. Donc, déjà, les Émirats Arabes Unis, il y a aussi une histoire de colonisation, oui, oui, monsieur, parce qu'en 1820 a commencé la colonisation, cette fois britannique. Le Royaume-Uni n'est pas sur cette liste, parce que c'est toujours de la merde. Non, je rigole. Évidemment, c'est une blague. Donc, euh... donc 1800. Ça m'étonne que ce soit aussi vieux. Je crois que je me suis trompé. Je pense que c'est plutôt 1920. C'est plus logique. Pardon. Et du coup, colonisation britannique. Et puis le 2 décembre 1971, les Émirats Arabes Unis, c'est chiant à dire, ont obtenu leur indépendance du Royaume-Uni. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur la colonisation. Il s'est un peu rien passé en fait. Ils s'en foutaient un peu le Royaume-Uni de ces coloniens. Je peux dire que déjà à l'époque, ils avaient absolument zéro influence. Au début, dès qu'ils sont devenus indépendants, ils voulaient former une alliance avec le Qatar et le Bahreïn. Donc former une sorte de super pays qui fait tout le golfe Perse. On dit le golfe Perse ou le golfe de Perse? Je sais pas trop en fait. Je pense que c'est le golfe de Perse. Bref. Donc les Émirats arabes unis ont proposé au Qatar et au Bahreïn de former une alliance, sauf que tandis que le Qatar et le Bahreïn étaient déjà assez riches à l'époque en 71, les Émirats arabes unis n'étaient pas, et du coup le Qatar et le Bahreïn ont refusé, justement parce que les Émirats arabes unis étaient pauvres, n'avaient absolument rien, parce que à l'origine le principal secteur économique des Émirats arabes unis c'était l'exportation de minerais. Et je tiens à rappeler que l'exportation de minerais, c'est également la source économique principale par exemple, la Zambie, la République démocratique du Congo, même les deux Congos, je crois, en fait, le Botswana, tout ça. Donc, c'est pas des pays ultra riches. C'est pas le plus pauvre en Afrique non plus, mais c'est pas la joie, quoi. Enfin, quand tu penses aux Émirats Arabes Unis d'aujourd'hui, et puis que tu penses à la RDC, tu dis qu'il y a quand même une différence économique. Donc, là, je suis en train de décrire, du coup, un portrait des Émirats Arabes Unis avec du coup ils avaient rien, ils avaient pas de grandes villes ni quoi que ce soit, ils avaient pas Dubaï, ils avaient pas Abu Dhabi, enfin ils avaient, mais c'était des petites villes quoi, il y avait rien là-bas, il y avait quelques maisons en bois quoi. Et c'est vraiment un énorme désert, donc imaginez un énorme désert avec l'économie de la RDC aujourd'hui qui veut former une alliance avec le Qatar d'aujourd'hui, parce que le Qatar n'a pas forcément changé avec le Qatar d'aujourd'hui. Forcément, ça peut se comprendre que le Qatar ait pas trop envie de porter ça sur ses épaules, surtout que les Émirats Arabes Unis sont plus grands que le Qatar. Donc, ça veut dire qu'il passe d'un petit pays entièrement riche, entièrement développé, à un pays de moyenne taille, mais dont 70% du territoire est très très nul. Forcément, t'as pas envie. Tu préfères rester petit à ce moment-là. Hein.
Mais, les Émirats Arabes Unis, un jour, ils ont découvert qu'ils avaient en fait beaucoup de pétrole, et en plus un pétrole très simple à extraire du sol, donc forcément des énormes quantités à vendre. Et vu qu'il y a toujours des gens qui cherchent des pays qui cherchent du pétrole, ils n'ont pas eu trop de soucis à se faire un petit peu de moula avec cette vente de pétrole. Et du coup, ça c'est le moment de switch entre avant glow up, après glow up. Ça c'est le glow up, parce que depuis cette découverte, l'économie des Émirats Arabes Unis ne fait vraiment qu'augmenter. Genre, ça continue H24. Les Émirats Arabes Unis, c'est un pays touristique avec beaucoup d'attractions. Donc, je vous en ai déjà parlé. Du coup, le Burj Khalifa, il y a l'île Palmier, je sais pas trop comment ça s'appelle. Vous avez forcément vu, je pense, des pubs pour juste visite Dubaï à la télé. Il y a quelques pays qui font ça, visite tel pays. Mais là, c'est carrément visite Dubaï. Donc, ça veut dire que c'est qu'une seule ville. Donc, si tout le pays s'y mettait, je pense qu'il ferait des pubs de 3 minutes, là, hein. Ils détiennent aussi des compagnies connues mondialement, comme notamment Fly Emirates, qui sponsorise, je pense, enfin, je sais même pas, je sais, qui sponsorise certaines équipes de foot et certains joueurs de foot. Donc c'est déjà pas mal. Et ils ont aussi évidemment du coup le bâtiment le plus haut du monde, le Burj Khalifa. Faut de l'argent pour construire le bâtiment le plus haut du monde. Donc c'est encore une autre preuve que vraiment les Émirats Arabes Unis, au début, ils se sont fait rejeter par des pays qui sont aujourd'hui plus pauvres qu'eux, pour la seule raison qu'ils avaient aucune thune, que c'était le Congo du Moyen-Orient. J'ai rien contre le Congo, hein, vraiment, mais c'est juste que au niveau économique, on va pas se mentir, c'est pas la joie. Et du coup, maintenant, les Émirats Arabes Unis, ils ont surpassé le maître. C'est un peu comme la Corée du Sud du premier épisode, qui se sont fait d'abord esclavagiser entre guillemets voilà, entre guillemets, par le Japon. Le Japon qui avait délocalisé certaines de ses entreprises en Corée du Sud pour que ce soit les Coréens qui les fabriquent. Au final, les Coréens ont découvert que ils étaient ultra forts en tech, ils ont fondé leurs propres entreprises. Au final, maintenant, du coup, ils ont de l'influence globale. Ils ont le cinquième, ils sont le pays, le cinquième pays le plus fort sur Terre, pardon. Et ils ont dépassé le Japon. Et là, encore une fois, pareil. Mais c'est niveau économique, les Émirats Arabes Unis ont dépassé ceux qui les ont reniés au début, le Qatar et le Bahreïn. Donc c'est un peu aussi une histoire de revanche déjà sur le Qatar et le Bahreïn, et puis aussi évidemment sur le Royaume-Uni, parce que du coup les Émirats Arabes Unis vendent beaucoup plus de pétrole que le Royaume-Uni, et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont à Dubaï que le Royaume-Uni. Il y a bien des pubs visites Royaume-Uni à la télé, mais je pense que les plus connus restent quand même Visite Dubaï. C'est celle qui marche le plus, c'est celle qu'on voit le plus. Donc ça veut dire que les Émirats Arabes Unis ont réussi j'arrête pas à parler, ont réussi à se forger une influence mondiale plus forte, limite, enfin dans certains secteurs, que celle du Royaume-Uni. Et c'est un peu ça la conclusion que je fais de cette vidéo, c'est que le point commun entre presque tous ces pays, non, pardon, si le point commun entre tous ces pays, c'est qu'ils ont tous souffert du contrôle dans notre pays à un moment donné. L'Argentine et le Salvador, ils ont souffert de l'Espagne. L'Espagne eux-mêmes, ils ont souffert du coup du contrôle un peu de l'Allemagne, on va dire. Les Émirats Arabes Unis, ils ont souffert du Royaume-Uni, comme l'Afrique du Sud, qui a également souffert des Pays-Bas. Il y a la Corée du Sud qui a souffert du Japon, mais aussi de la Corée du Nord, faut pas oublier ça. La Croatie qui a souffert beaucoup de la puissance serbe de la Yougoslavie, l'Estonie qui a souffert de l'URSS. Donc tous ces pays ont souffert d'un d'un pays, et au final, ils ont tous réussi à se sortir de cette situation, et certains même à devenir plus puissants que les pays qui les ont martyrisés pendant tant d'années. Et c'est ça la morale en fait de ces deux vidéos, je dirais, c'est que il y a encore des pays aujourd'hui qui se font dominer par d'autres pays. On va pas se mentir là-dessus. Taïwan se fait encore dominer par la Chine. La Palestine se fait encore dominer par Israël. Et le Somaliland se fait encore dominer par la Somalie. Mais je pense notamment au cas de Taïwan et du Somaliland. Si ces pays devenaient officiellement indépendants, qu'ils rentraient dans l'ONU et que tout le monde les reconnaîtrait, je pense que Taïwan, niveau influence globale, il surpasserait largement la Chine.
Déjà, le Japon ont surpassé la Chine parce que le Japon, c'est évidemment beaucoup plus connu que la Chine, pardon. Et certes, Taïwan ne deviendra jamais plus riche ou plus peuplé, plus puissant que la Chine, mais niveau allié, niveau tourisme, ils deviendront beaucoup plus importants. Et le Somaliland, je pense que s'ils deviennent indépendants, ils deviendront économiquement beaucoup plus forts que la Somalie, militairement beaucoup plus forts que la Somalie. Donc, c'est juste pour prouver que là, par exemple, le Salvador, ils sont sortis de la merde en 2022. Donc, il y a quand même des cas encore récents. Et ça veut dire que potentiellement, dans des années futures, peut-être que cette vidéo accueillera, deviendra un top 10 parce qu'il y aura, on va dire, deux nouveaux pays. Et je reprends l'exemple de Taïwan et du Somaliland qui vont émerger et qui vont devenir indépendants et qui vont devenir des superpuissances entre guillemets, au moins de leur continent, au moins de leur région. Et du coup, je vous avais dit qu'il y avait 3-4 pays dont j'avais envie de parler vite fait. Alors, on va juste les survoler. Donc déjà, le pays que j'ai enlevé de la vidéo, c'était la Tchéquie. Parce que eux, le truc, c'est qu'ils ont également souffert de l'Allemagne. Et ils ont... En fait, c'est une histoire un peu... C'est un peu un mélange de toutes les histoires, de toutes les histoires qui sont passées en Europe, parce qu'ils ont souffert de l'Allemagne comme l'Espagne. Et ils ont formé un pays qui était très instable, comme la Croatie avec la Yougoslavie. Et, euh, et au final, une fois qu'ils sont devenus indépendants, ils sont devenus plus forts que la Tchécoslovaquie. Du coup, c'est ça le pays, c'est la Tchécoslovaquie, c'est un pays un peu faible quand même. Ils sont devenus plus forts que la Tchécoslovaquie d'avant, comme l'Estonie avec l'URSS. Donc, c'était juste pas assez intéressant parce que c'est juste la Tchéquie, tu prenais l'histoire de l'Espagne, tu prenais l'histoire de l'Estonie, tu prenais l'histoire de la Croatie, tu les mélangeais, et ça faisait la Tchéquie. Donc, je trouvais ça pas assez intéressant comparé à ce que le Salvador va offrir, et du coup une histoire plus récente, plus moderne et plus intéressante, et aussi un peu plus controversée, on va pas se mentir. Et les deux autres pays dont je vais parler en Europe, je me disais ça va faire beaucoup trop, et aussi c'est un peu trop évident. Du coup, il y a forcément la France, juste pour le côté pareil, en fait pareil que l'Espagne, c'est-à-dire on a commencé très très fort avec l'Empire colonial français, Napoléon, tout ça. On est tombé très très bas avec le régime de Vichy, puis on est remonté très très vite. Maintenant, on est un des pays les plus puissants en Europe, les plus riches en Europe, un des pays les plus puissants sur Terre même. N'empêche que c'est, c'est, on est sur une chaîne française et la plupart des gens qui regardent cette vidéo sont français, donc il n'y a pas trop de raison de réexpliquer ça. Déjà qu'on apprend ça au collège, je pense que ça sert absolument à rien de le répéter. Donc voilà. Et pareil pour l'Allemagne, j'avais pensé aussi du coup. Encore une fois, on commence très très fort avec la Prusse et l'empire colonial germanique. On tombe très très bas avec l'Allemagne nazie, à moitié quand même parce que c'était quand même un peu une superpuissance de son temps. Et après on remonte, c'est aussi pour ça parce que du coup, on avait dit que l'Allemagne nazie avait eu beaucoup d'influence sur d'autres pays. Et en fait, comparé à l'Espagne franquiste qui était vraiment de la sous-merde, l'Allemagne nazie, c'était de la sous-merde idéologiquement, mais en termes de puissance, ils ont toujours été forts l'Allemagne. Enfin, genre, ils ont jamais baissé de puissance en fait. Enfin, si, du coup, quand il y avait l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. N'empêche que si j'avais voulu parler ben déjà j'ai déjà parlé de division entre pays qui sont au final avérés meilleurs pour un camp que pour l'autre, donc avec la Corée du Sud. Et franchement, il y avait d'autres exemples. Il y a le Vietnam, il y a le Soudan. Enfin, eux, ça s'est pas aussi bien passé que l'Allemagne, mais en fait, il y avait, c'était surtout pour le côté Allemagne nazie, mais en fait, ils ont toujours été forts. Et après, j'avais aussi songé à mettre Cuba pour le côté. Au début, c'était un peu les poupées de la Russie. Ils avaient un embargo par les États-Unis, et maintenant, ils sont plus ouverts au tourisme. En fait, c'est le seul exemple que j'ai trouvé. C'est juste qu'ils sont ouverts au tourisme. Mais niveau, en fait, là encore une fois, c'est que pour le coup, Cuba n'a jamais dépassé ceux qui les ont martyrisés, c'est-à-dire États-Unis et Russie. Le Cuba ne les a jamais dépassés. Enfin, Cuba ne les a jamais dépassés, il ne va jamais les dépasser. Donc ça sert un peu à rien de les inclure sur cette vidéo. Parce que le but quand même, je le redis, c'est de montrer qu'il y a c'est des pays qui se sont libérés de d'autres pays qui avaient une emprise tyrannique sur eux. Et voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo.
Du coup, je vous annonce d'ores et déjà que la prochaine vidéo, ce sera effectivement un épisode de pays sur 10. Je ne sais pas encore sur quel pays. Je vais faire soit un vote, soit une vidéo spéciale sur un pays parce que c'est la journée nationale. Et en attendant, soit la semaine prochaine, soit dans je sais pas trop combien de temps, enfin bref, la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces deux petites vidéos. Je ferai d'autres concepts similaires, des top 8 comme ça. J'ai bien aimé ce concept. Et j'ai bien aimé m'instruire sur ça et j'ai trouvé que c'était parmi les vidéos, enfin c'était le duo de vidéos le plus intéressant que j'ai fait, je pense. Donc je compte récidiver ça se dit même récidiver? Je sais pas. Je compte refaire ce concept, mais quand même différemment. Genre je vais pas faire oui les 8 autres pays qui ont eu un globe. Non, non, non. Mais clairement pas. Mais on va faire d'autres concepts assez similaires, on va dire. Peut-être que je vais faire la version top 8 pays qui ont eu un glow down ou pourquoi pas. Faudra que je trouve. Mais voilà, merci d'avoir regardé encore une fois et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye les papayes.